Merci Bouba et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de Madame Babou Degen Chimère Diallo qui vient de nous quitter, que la terre de Touba lui soit légère. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur El Hadj Assi. Bonsoir Monsieur Si. Bonsoir Antoine. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Vous êtes à Dakar depuis quelques jours. Vous avez présenté le rapport sur les catastrophes dans le monde. Alors, en regardant ce rapport, quelle impression peut-on avoir? Merci Antoine pour l'invitation. Permettez-moi aussi de me joindre à vous pour présenter nos condoléances à la chaîne TFM et à tous ses collaborateurs. Merci. Donc c'est une humanité que nous partageons, c'est aussi le domaine dans lequel nous travaillons. Tout à fait. Et c'est aussi précisément le but de notre présence ici à Dakar, où, comme chaque année, nous présentons un rapport sur la situation des urgences dans le monde et qui fait le point sur l'état des catastrophes que nous avons vécues et qui aussi permet de réfléchir de manière beaucoup plus pointue et profonde sur les causes, les déterminants, les conséquences. Et les solutions aussi. Et les solutions surtout. Et Oui. je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a pu faire un diagnostic sans complaisance sur les souffrances humaines qui sont sans commune mesure. Jamais. État inquiétant, allez-vous dire, ou bien on peut encore tenir? C'est très inquiétant parce que jamais a-t-on connu autant de souffrances depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes qui sont obligées de quitter leur terroir et leur foyer par manque de sécurité, par manque de ressources de revenus, par manque de moyens pour se nourrir, se loger ou bien prendre soin de ses familles, jamais en a-t-on vu autant. Jamais a-t-on vu également aussi une combinaison d'éléments qui agissent sur l'environnement, qui également aussi forcent toutes les ressources donc, à un niveau qui ne sont plus suffisantes pour la plupart des gens qui vivent dans des situations de vulnérabilité et fragilité. Cependant, c'est justement pour ces raisons qu'on a besoin de tous nos efforts. C'est justement pour ces raisons que nous devons davantage nous mobiliser, davantage former des partenariats, davantage former des synergies et conjuguer des efforts pour que l'on réponde de manière pérenne et de manière également aussi durable. Synergie, vous avez sans doute lâché le mot. Dites-nous, au vu du diagnostic que vous venez de faire, est-ce que cela signifie que l'humanité va mal, très mal? Ça va mal dans la mesure où que si on tourne le globe terrestre de nos jours et qu'on pointe le doigt sur un point géographique, en effet, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances. Des souffrances qui sont liées à la guerre, mais des souffrances également aussi qui sont liées aux conditions climatiques et la sécheresse ou l'inondation ou les catastrophes que nous vivons, comme c'est le moment précisément à Haïti ou bien dans d'autres pays au niveau du bassin du lac Tchad ou en Afrique australe. Cependant, dans toutes ces situations, il y a des personnes comme vous et moi, des pères de famille, des mères de famille qui se lèvent chaque jour et qui développent des stratégies de survie pour se prendre en charge et essayer de recouvrer ce qui est plus important pour eux, notamment leur dignité humaine. La question maintenant de savoir comment les accompagner. Comment les accompagner dans leurs efforts, comment leur donner des moyens pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, comment peut-on également aussi créer un environnement qui soit un environnement favorable à la réduction des risques et des vulnérabilités pour qu'on n'ait pas ce nombre grandissant de personnes vulnérables. Parce que malgré les efforts que nous avons tous ensemble consentis pendant ces dernières années, les solutions que nous avons apportées ne sont pas encore à l'échelle et à la mesure de l'ampleur des problèmes. Donc, humilité, mais engagement renforcé pour faire davantage et mieux. Engagement renforcé. Permettez-moi de donner quelques chiffres. 65,3 millions de personnes ont été déplacées de force en 2015, contre 59,5 millions en 2014. En 2015 également, 40,8 millions de personnes à travers le monde ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays, s'il vous plaît. Le rythme auquel les personnes fuient les conflits et les persécutions a augmenté considérablement, de 6 par minute en 2005 à 24 par minute en 2015. Je peux encore continuer. L'année 2015 a été la plus chaude depuis le début de l'enregistrement des températures en 1880. Alors, est-ce que cela signifie qu'on n'a pas beaucoup œuvré ou assez œuvré face à toutes ces catastrophes? On n'a forcément pas assez œuvré. On a fait beaucoup de choses, mais pas assez.
On a fait beaucoup de choses, mais pas également aussi de manière concertée dans un continuum. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'attendre jusqu'à ce que les chocs arrivent et que des catastrophes surviennent pour intervenir. Il faudrait plutôt nous inscrire dans une démarche de longue durée, de voir comment réduire les risques, comment apporter des solutions qui vont s'articuler autour d'une alerte précoce, Oui. d'une réponse précoce. Et une réponse aussi qui va s'inscrire dans la durée, notamment en renforçant les capacités des personnes pour que la prochaine fois, quand le même choc arrive, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes situations de vulnérabilité. L'anticipation, vous voulez dire en d'autres termes. L'anticipation, Comme la vous dites dans le préparation. rapport, il ne s'agit pas de lever les fonds, il s'agit aussi de trouver les solutions avant. que les choses Absolument. arrivent. Il s'agit de trouver les solutions avant. Et là où ça a été testé, on voit que c'est possible. Quand on ne peut pas empêcher la saison des moussons d'arriver. On ne peut pas empêcher la saison des pluies d'arriver. On ne le veut pas. On ne veut pas aussi empêcher que de temps à autre, il y ait des cycles de sécheresse. Cependant, ce que l'on peut éviter, c'est que quand ces saisons arrivent, elles ne tournent pas en catastrophe. Et là, on peut anticiper sur un certain nombre d'éléments. Il faut un cadre légal et de bonne gouvernance qui permet à ce que dans ces lieux où on peut avoir des inondations, qu'on n'y habite pas. Oui. Et on peut également aussi préparer les périodes de soudure et prépositionner également des produits pour que les personnes puissent être aidées à traverser ces périodes difficiles. On peut également aussi prévoir, là où notamment on va avoir des inondations, qu'il y ait éventuellement des épidémies comme choléra ou bien de la malnutrition et qu'on anticipe sur ces phénomènes et qu'on y travaille. Mais au-delà de tout cela, Oui. il faudrait voir également aussi quels sont les moyens de production qui sont adaptés, quelles sont les stratégies donc, que les personnes peuvent développer pour avoir des sources de revenus, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir nourrir leur bétail et aussi faire leur culture. Et c'est l'ensemble de ces efforts qui peuvent seulement être atteints si ensemble nous travaillons, gouvernement, acteurs non gouvernementaux, système des Nations Unies, agents humanitaires comme le mouvement. Tout le monde de façon globale. Les défis sont complexes, mais himalayesques, si je peux m'exprimer ainsi. Prenons le cas des migrations forcées de façon délibérée. Je l'ai choisi. Alors, dites-nous, quel pourcentage les migrations forcées représentent dans ces catastrophes à travers le monde? Mais vous voyez, les migrations forcées, c'est à la fois une résultante, donc une conséquence, mais également aussi un déterminant. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-on connu autant de personnes qui soient forcées de quitter leur foyer. Oui. La référence à la Seconde Guerre mondiale est une référence très inquiétante. Nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, mais nous avons des situations de souffrance humaine qui sont comparables à la guerre mondiale. Donc ça nous interpelle à plus d'un titre. Il s'agit donc d'abord de voir qu'est-ce qui peut être changé au niveau des risques. Il faut qu'un leadership s'exerce pour que les conflits s'arrêtent. Il y en a trop et ils durent trop longtemps. Et il y a eu une époque où il y avait certes des guerres, il y en a eu toujours eu dans l'histoire, mais ça s'inscrivait dans une durée courte. Il y avait des traités de paix qui étaient signés, il y avait ensuite une reconstruction qui était faite. Mais voilà, on est en guerre dans plusieurs pays. J'imagine que l'Afrique est peut-être longtemps. le plus touché, le continent le plus touché, quand vous parlez de catastrophes. Si les catastrophes naturelles, la combinaison donc, des vulnérabilités, l'Afrique semble être un peu plus touchée. Pas forcément par les conflits armés, parce que là aujourd'hui on a le conflit armé en Syrie, donc qui est en Syrie, qui est donc un des conflits qui sont les plus durs donc, à supporter avec son lot de souffrances humaines. Mais cependant, en Afrique, ici dans la région ouest africaine, au nord du Mali, au nord du Nigeria, autour du bassin du lac Tchad, donc on a un conflit qui ne dit pas son nom et qui perdure. Et tout cela avec une population jeune. Donc mon ami et collègue, le directeur régional du FNUAP me disait ce matin que donc il y a 75% de cette population dans cette région donc, de jeunes dont on ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'ils vont advenir et devenir. Et donc, pour faire de cette potentialité démographique un atout, il est temps et urgent d'intervenir. Et donc, ça, c'est un leadership qui est exercé par lui-même et ses collègues. Mais, par ailleurs, il faudrait aussi que les États prennent le taureau par le corps. Parce qu'on ne pourra pas continuer, si les besoins continuent de s'accroître de cette manière, de continuer de répondre de manière efficace. Les Sénégalais qui vous suivent souhaiteraient peut-être savoir la place du Sénégal dans ce rapport sur les catastrophes dans le monde. Le Sénégal est un pays qui a eu donc le bonheur, dans une certaine mesure, de n'avoir pas connu, et on souhaite que ça demeure, donc un conflit à la dimension donc, des autres pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais c'est également aussi un pays sahélien, d'où on a un problème fondamental qui s'articule autour de l'eau,
de sa gestion et de son utilisation. Et ça, c'est un problème donc, que le Sénégal confronte. On a aussi une urbanisation très rapide avec son lot de conséquences, notamment que les zones rurales sont en train de se vider au profit des villes qui se développent de plus en plus. Les infrastructures ne suivent pas forcément donc, de la même manière. Et donc, les conditions de vie et les sources de revenus donc, s'amenuisent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes. Et De façon explicite, vous n'avez pas parlé du Sénégal dans le rapport, de façon bien non, pas de précise, manière explicite, mais la région sahélienne qu'on a traitée dans le rapport, donc de façon globale, le Sénégal s'y inscrit. Oui. Et donc, ça représente également aussi les mêmes profils démographiques, notamment des jeunes, et les mêmes dynamiques qu'on a évoquées tantôt. À part, et ça, c'est le bonheur qu'on a au Sénégal, qu'il n'y a pas les conflits armés à la dimension qu'on a mentionnée tout à l'heure. Mais la migration, et l'exode rural, et les jeunes qui quittent, et qui se tentent maintenant de manière même très périlleuse à traverser la Méditerranée, parmi lesquels, et nous travaillons avec eux, il y a beaucoup de Sénégalais, et ça c'est quelque chose aussi d'urgent que nous devons adresser. Très bien. Les conséquences de ces catastrophes sont énormes. Permettez-moi encore de me référer au rapport. Les pertes financières provoquées par ces catastrophes ayant touché des pays pauvres entre 1991 et 2010 se monte à plus de 840 milliards de dollars. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est des chiffres qui sont pharaoniques. Comme vous savez, quand on parle de ces situations, on cite beaucoup de chiffres, on cite beaucoup de statistiques, mais ce qui est important, c'est que derrière chaque unité de nombre qu'on cite, en termes de personnes, il y a une vie humaine derrière. Une histoire d'une famille, l'histoire d'une communauté, et ça n'a pas de prix. Ça, c'est exactement donc, ce qui nous motive. Donc, l'humanité que nous partageons, qui nous interpelle, est centrée autour de l'humain, de l'être humain à qui on doit respect, à qui on doit dignité, à qui on doit un accompagnement, parce que les plus pauvres, dans les coins les plus reculés, ils ne veulent pas moins que nous. Ils ne veulent pas moins pour leurs enfants que nous tous. Et c'est dans cette mesure donc, que nous devons faire preuve de solidarité, de renforcer le capital social que nous avons et préserver cette humanité et préserver cette planète que nous partageons. Pour terminer, est-ce que ce n'est pas quelque part illusoire de vouloir faire face à toutes ces catastrophes? Ce n'est pas illusoire. Parce que quand même, vous-même vous reconnaissez que c'est difficile, il n'y a pas assez de moyens pour faire face à tout cela. Je crois que c'est une difficulté qui nous interpelle à faire plus et à faire mieux. C'est aussi une difficulté qui nous fait rêver, donc à pouvoir soulever des montagnes. Et je n'en doute point que si on y mettait tous les efforts, en un moment dans l'histoire où on n'a jamais eu autant de moyens financiers, on n'a jamais eu autant de moyens techniques, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, et jamais le monde n'a été si global, ce qu'il donc manque, c'est peut-être un exercice de leadership et de solidarité. Et si on s'ouvre tous et on se tend la main, donc je suis convaincu que l'humanité que nous partageons va prévaloir en fin de compte. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. El Hadj Assi, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité, Antoine. Merci. À vous, chers téléspectateurs, c'est fini pour ce soir. Bouba, donc, retrouvez demain membres du BRACAN sur ce même plateau.